Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à la troisième table ronde de cette matinée. Et donc une table ronde qui va être consacrée aux enjeux du climat. Donc des trois lettres E, et C, G, on a tiré la lettre E et donc nous allons débattre de la manière dont les gérants de fonds infrastructures, que ce soit des gérants de fonds d'equity ou de fonds de dette, répondent et font face à ces enjeux. Alors, pour ça, nous avons le plaisir d'avoir, pour cette discussion, tout d'abord, Émilie Mazzacurati. Émilie, vous êtes directrice monde de Moody's Climate Solutions. Vous êtes également présidente de Fort27. Vous allez nous expliquer dans quelques instants vos activités. Nous avons également Bérénice Arbona, responsable dette infrastructure à la Banque Postale Asset Management, qui va représenter les gérants de fonds de dette infrastructure. Donc, Banque Postale Asset Management, très actif sur ces sujets de transition énergétique avec un angle finance responsable. Raphaël Mulman-Etan. Raphaël, vous êtes directeur chez Ardian. Ardian qui est également un gérant de fonds equity infra depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà. Un des pionniers en la matière. Et puis Nicolas Rochon, Chief Executive Officer de Air Green Invest, un des acteurs prominents de l'investissement dans les énergies renouvelables et même au-delà de ça, mais vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, Nicolas, je crois que vous préférez vous définir comme un acteur de l'adaptation au changement climatique, donc qui va au-delà de l'énergie renouvelable. Alors, avant de démarrer notre discussion, peut-être quelques mots d'introduction pour situer le cadre de cette discussion. Alors, tout d'abord, pourquoi l'infrastructure ? Pourquoi on a choisi de parler d'infrastructure ? Tout simplement parce que l'investissement dans les infrastructures, c'est un vecteur, un levier assez puissant pour répondre justement aux enjeux climat, la transition énergétique, de l'adaptation au changement climatique. Et c'est tout simplement un levier puissant pour réduire les émissions de carbone de plusieurs manières. Tout d'abord, à travers l'investissement de tout ce qui permet de décarboniser le mix énergétique, en particulier les énergies renouvelables, mais pas simplement. L'investissement dans tout ce qui permet d'électrifier les usages. Et quand on parle des usages, on pense en particulier au transport. On sait qu'à côté de l'énergie, les transports, c'est aussi une des principales sources d'émissions de CO2. Donc, c'est tous les investissements qui permettent d'électrifier et de rendre les transports plus propres. Et puis, il y a également la thématique de l'efficacité énergétique et en particulier l'efficacité énergétique des bâtiments qui permet d'assurer une meilleure sobriété énergétique. Donc, nous allons débattre de tout ça. Nous allons voir comment ces enjeux impactent les stratégies d'investissement des gérants dans leur choix sectoriel, dans la manière dont ils sélectionnent les actifs, aussi les politiques d'exclusion et quels sont les effets de bord que cela entraîne. Nous allons aussi discuter de la manière dont les gérants font face à tous les développements réglementaires en la matière, à cette sorte de vague déferlante réglementaire. Et puis, un sujet très important, le sujet des outils et de la data, parce que nous parlons ici d'impact, nous parlons de la manière dont on génère de l'impact climatique. Et qui dit impact dit capacité à mesurer et donc capacité à s'outiller, à avoir les outils idoines et puis surtout d'avoir les données et des données fiables pour nourrir ces outils. Alors, pour démarrer notre discussion, j'aimerais vous demander, Émilie, peut-être de partager avec nous un panorama de ces enjeux
avant de se lancer dans le débat. Avec plaisir, bonjour. Donc Émilie Mazzacurati, peut-être que je commence par une présentation très rapide. Donc j'étais fondatrice, présidente d'une société spécialisée sur l'analyse du risque physique climatique dans les investissements, appelée 427, 427, et on a été racheté par Moody's il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc, je représente Moody's ESG Solutions, qui est un nouveau groupe au sein de Moody's, séparé de l'agence de notation, toujours très important de mentionner ça, où on est spécialisé sur tout ce qui est risque climatique, ESG et Sustainable Finance. Donc, petit panorama rapide des grands sujets qui sont des sujets directeurs quand on parle du climat et des infrastructures. Et je vais commencer par mon sujet vraiment qui est la question du risque physique. Bon, je pense qu'on a tous vu le récent rapport du GIEC et tous les autres rapports avant. On sait qu'on est énormément exposé aux impacts climatiques, que même avec la meilleure volonté et une réduction rapide des gaz à effet de serre, on va quand même avoir énormément d'impact. Quand on parle d'1,5 degré, de 2 degrés de plus en moyenne, ce sont énormément d'impacts climatiques et on n'est encore pas sûr d'arriver à limiter la croissance de la température à ces niveaux-là. Donc il faut se préparer dans tous les cas à ces impacts. On sait qu'on risque d'avoir au moins plus de 300 milliards d'impacts liés au changement climatique. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Que tous les types d'infrastructures sont à risque d'une façon ou d'une autre, que ce soit au risque extrême, tempête, inondation, mais aussi au risque chronique. Et ils sont parfois un peu sous-estimés ou mal compris. Mais les risques chroniques, le changement de la température, le changement de la sécheresse et les changements de précipitation peuvent avoir des impacts vraiment très importants sur les conditions d'opération, les revenus, la profitabilité d'un certain nombre d'infrastructures. On sait que ce sont des risques complexes, interdépendants, que ce peut être des risques directs, indirects, parfois mal compris, souvent encore mal modélisés quand on va au-delà d'un impact vraiment direct bien compris. Et en sens inverse, on sait que d'investir dans la résilience, c'est quelque chose qui rapporte au niveau économique et social, que pour chaque dollar investi dans la résilience, on en économise 4. Qu'on peut économiser jusqu'à 173 milliards à nouveau annuels, et à nouveau ce sont des chiffres de la Banque mondiale, si on investit dans des infrastructures résilientes, avec un petit sujet bien sûr qui est que ce sont des impacts diffus, pas forcément un retour sur investissement de 4 dollars pour l'investisseur. Deuxième sujet, le risque de transition. Et là, à nouveau, à la fois des effets immédiats et puis des effets vraiment structurels de long terme. Ça peut être des impacts sur le coût de l'énergie. C'est de plus en plus, on commence à voir des impacts sur le financement, le coût du capital, la capacité d'accéder aux assurances pour certains secteurs. Et puis ces changements structurels que René mentionnait maintenant, l'électrification, de toute une série de secteurs, le fait on risque d'avoir un certain nombre d'infrastructures qui vont être des stranded assets ou qui vont complètement perdre leur valeur dans un monde bas carbone, la nécessité d'investir dans un changement complet dans certains secteurs. On pense par exemple à nouveau l'électrification des transports, des véhicules, des changements vraiment très fondamentaux. Troisième point, driver, c'est le contexte réglementaire. Je crois qu'il a été très très bien couvert dans le panel qui précédait, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quatrième, c'est les attentes des investisseurs. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué très rapidement en quelques années. Ça a été très long et très lent pendant longtemps. On a vu doucement la TCFD prendre de l'importance après l'accord de Paris. Les pressions pour plus de reporting, de disclosures, d'analyse de scénarios. Et puis là, depuis 6-9 mois, 1 an maximum, un espèce de basculement du marché avec des engagements net zéro qui vont avoir des implications à nouveau très profondes sur quels investissements prennent la priorité, quelles sont les conditions de financement de ces investissements. Donc, pour rappel,
On a plus de 130 signataires de l'engagement net zéro pour les gérants d'actifs. Donc, c'est 43 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour les asset owners, c'est plus de 7 000 milliards de dollars avec plus de 50 signataires. Dans la banque, c'est presque un quart des actifs bancaires qui sont déjà engagés sur ce sujet. Et donc ça va vraiment changer la façon dont on fait les choses, d'une façon que personne ne vraiment comprend complètement, puisqu'on ne sait pas vraiment comment on va y arriver réalistiquement, de façon concrète. Donc un sujet qui va vraiment évoluer. Et donc dernier point ici, pour ne pas parler que de risques, c'est quand même aussi un énorme appel d'air et des opportunités incroyables que nous ouvrent ces changements portés par le changement climatique. Pour contexte, et vous le savez sans doute, mais il y a quand même un très gros besoin d'investissement sur les infrastructures au niveau global, sans doute de plus de doubler le stock existant pour répondre aux besoins des attentes, du changement de vie, de la croissance de la population dans certains pays, en plus de tous les aspects climatiques. Un soutien du gouvernement très fort, je pense par exemple au plan de Biden aux États-Unis. S'il passe, c'est 2 000 milliards de dollars avec une très forte inflexion sur le changement climatique. Donc là, il va y avoir des opportunités très importantes. Il y a des nouvelles technologies, on va en parler. Il y a des opportunités de vraiment changer certains modèles de financement, de regarder les investissements plus dans la nature et des solutions beaucoup plus basées sur la nature. Donc, le changement climatique, c'est à la fois un défi, mais aussi une opportunité pour les investisseurs de soutenir et de mener même cette transformation profonde de la société d'une façon plus respectueuse de l'humain et de l'environnement. Merci Émilie pour ce panorama très complet. Alors, on va évidemment parler des opportunités et de l'appel d'air dont vous avez parlé, mais j'aimerais revenir un instant avec les gérants autour de la table sur la question des attentes des investisseurs. Comment vous percevez, comment vous gérez, comment vous répondez à ces attentes-là. Peut-être Raphaël pour commencer. Je me présente rapidement, Raphaël Mulmanetan, je représente Ardian aujourd'hui. Donc Ardian est un des fonds les plus grands au monde, le premier fonds européen d'infrastructure et de private equity avec 120 milliards d'AUM. Nous sommes présents dans le monde et dans 15 bureaux précisément. Moi, je suis dans l'équipe Ardian Infrastructure, dans laquelle nous avons 18 milliards d'actifs sous gestion. Nous investissons dans l'énergie, les transports et les télécoms. Dans la table ronde précédente, il a été évoqué que l'engagement et les efforts qui sont mis dans les sujets de la sustainability, de l'ESG, vont refléter les résultats. Et donc, je voulais aussi partager avec vous que chez Ardian, on a 5 personnes dédiées aux enjeux de l'ESG qui donnent des lignes directives à chacune des business units et donc ensuite qui sont mises en place d'un point de vue opérationnel par les différentes équipes. Donc, je vous parlerai aujourd'hui des infrastructures. Comment est-ce que les attentes de nos investisseurs influent notre société de gestion? Je dirais qu'il y a 3 conséquences à cela. D'abord, nos investisseurs attendent qu'on anticipe les nouvelles réglementations. Plusieurs ont été évoquées par Émilie et on voit qu'elles se superposent. Taxonomie, SFDR, il y a aussi les contraintes de l'AMF, l'article 29, énergie climat. Je ne vais pas toutes les citer. Et donc, chez Ardian Infrastructure, on s'emploie à anticiper ces nouvelles attentes, ces nouvelles réglementations. Typiquement, les contraintes de reporting type PAI sont anticipées. Et donc, c'est notre deuxième résultat vis-à-vis de nos investisseurs. On communique avec de plus en plus de transparence et de granularité auprès de nos investisseurs. Donc, typiquement, on partage avec eux de plus en plus de données quantitatives. On donne à nos investisseurs des informations sur les émissions carbone de nos sociétés en portefeuille, sur le nombre de femmes qui sont dans des postes de direction dans nos sociétés d'infrastructure, même si dans les infrastructures, c'est pas évident de faire avancer la mixité, mais néanmoins on s'y emploie. On donne des résultats sur l'accidentologie société par société. Je vais pas partager avec vous tous les critères qu'on regarde et qu'on partage, mais on a beaucoup accru le nombre de KPI qu'on partage avec nos investisseurs.
Et finalement, le troisième point, et c'est celui dont on va parler le plus aujourd'hui, pour lesquels les investisseurs nous attendent, c'est qu'on répercute aussi la pression qu'on soit de nos investisseurs auprès des top management de nos sociétés sous gestion. Donc on travaille avec eux de manière très étroite pour mettre en place des programmes d'engagement, pour assesser leur maturité. On regarde leur impact de la société dans son entité, mais aussi dans son environnement, dans son pays, dans son industrie, dans sa région. On fixe des objectifs pour 10 ODD qu'on a fixés ensemble avec des objectifs quantitatifs. Et donc, on travaille toute l'année avec eux pour les faire progresser en matière de sustainability selon les priorités qui ont été fixées. Donc, typiquement, réduire les émissions carbone est une de nos priorités et on s'emploie avec eux à travailler ensemble, à transformer leur business model dans certains cas. Merci Raphaël. Bérénice, comment répond-on aux attentes? Bérénice Arbona, donc je suis responsable de l'activité d'être infrastructure au sein de la Banque Postale Asset Management. Notre activité fait partie d'une plateforme actifs réels et privés qui investit sur de la dette corporate, de la dette immobilière et de la dette infrastructure. Ça représente à peu près 5 milliards d'AUM, dont 1,5 milliard pour l'activité dette infrastructure. De notre côté, effectivement, nous avons perçu ce souci chez les investisseurs de transparence, notamment sur les sujets ESG, mais c'est également quelque chose qui en fait faisait partie de la volonté de la société de gestion, en fait, d'avoir une gestion qui aujourd'hui est 100% ISR. Donc, c'est des sujets effectivement que nous avions anticipés. Et dès 2016, nous avons commencé à essayer d'intégrer des grilles d'analyse sur les sujets ESG dans nos projets. Et par la suite, nous avons toujours continué à essayer en fait d'avoir plus d'informations. La grande différence effectivement pour un gérant de dette infrastructure par rapport à un gérant equity, c'est qu'on est plus loin de l'information. Donc quand Raphaël effectivement peut avoir une action auprès du top management des sociétés pour demander de la data, nous, de notre côté, une fois que la documentation de financement est signée, on peut se fier qu'au covenant d'information de la documentation et du bon vouloir, effectivement, de nos emprunteurs pour pouvoir accéder à cette data. Donc, il y avait une grande, effectivement, complexité, mais cependant, ça nous paraissait vital, effectivement, de pouvoir anticiper à la fois des sujets de risque climatique, de transition, d'alignement. Et donc, pour faire ça, on a essayé de mettre en place tout un certain nombre d'outils qui pouvaient nous aider à accéder à cette data et donc pouvoir nous aider à mieux comprendre nos actifs et à, du coup, pour pouvoir mieux répondre aux attentes des investisseurs pour faire ces reportings. Et peut-être qu'on détaillera, mais en fait, sur les grands axes, c'était effectivement déjà de s'intéresser au bilan carbone des actifs en portefeuille. Donc pour l'instant, effectivement, on ne peut pas se reposer sur des données qui nous sont données par les sociétés. Donc on est obligé de reconstruire nous-mêmes et donc de faire appel à des sociétés spécialisées pour faire le bilan carbone des actifs en portefeuille. C'était une première étape. Nous avons également essayé de développer des indicateurs sur les sujets sociaux et de gouvernance. Avec l'aide d'Ernst & Young qui nous a aidé effectivement par exemple à pouvoir faire ressortir des indicateurs de création de PIB de nos actifs, donc pour valoriser effectivement toute la création de valeur qui est faite par nos actifs. Et dans une troisième étape, nous avons participé à un groupe de travail To Infra Challenge qui est mené par Carbone 4 et qui nous a permis d'établir un outil qui permet de calculer la trajectoire de température d'un portefeuille d'investissement en infrastructure et donc qui nous permet de mesurer si notre portefeuille est au-dessus ou en dessous des courbes de température de l'accord de Paris. Et une deuxième étape effectivement de ce To Infra Challenge, c'était de commencer à regarder les risques physiques et climatiques de nos actifs sur la base des données existantes. Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Absolument. Merci, merci Bérénice. Nicolas, répondre aux enjeux du climat, je crois que c'est la raison d'être de Air Green, mais j'aimerais que vous partagiez avec nous aussi votre choix
de devenir une société à mission, et en particulier en quoi ce choix-là, en quoi cette approche-là permet également de répondre aux attentes des investisseurs. Et évidemment, nous dire quelques mots de votre activité plus généralement. Oui, donc merci. Donc Nicolas Rochon, moi je suis le fondateur d'Airgreen. Ça fait 18 ans que je travaille sur les problématiques de l'investissement dans la protection de l'environnement. Au début, à travers des fonds pour des actions cotées. Et puis en 2010, j'ai créé Airgreen et on a vraiment voulu s'inscrire dans la durée avec les entrepreneurs du changement et essayer d'apporter des solutions pour qu'ils puissent se développer plus vite et accélérer cette transition. Et comme le disait René, notre volonté au fur et à mesure et de la compétitivité gagnée par les énergies renouvelables, on a pu quitter le monde de la transition énergétique pour l'adaptation au changement climatique et pas rester juste sur l'investissement et le financement d'électrons verts. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comment ces électrons verts permettent de développer d'autres secteurs et de s'adapter au réchauffement. Le 2 degrés qui est... on veut essayer de surtout pas le dépasser. Je pense que malheureusement, la trajectoire est pas bonne du tout. Et donc, il va falloir, si on veut continuer à croître, à rêver, à essayer de s'adapter. Donc, on essaye, nous, au maximum, de trouver des solutions pour investir sur des infrastructures durables. Et c'est vrai que bon, il y a au sein de l'équipe et dans la création d'Airgreen cet enjeu qui était naturel d'investir sur la protection de l'environnement, mais il y a un moment où on s'est dit que c'est comme au début de l'année. Au début de l'année, on a tous des bonnes résolutions, quoi. On se dit, je vais faire du sport, je vais perdre des kilos. Et puis finalement, on fait 2-3 sorties, il fait froid, puis on arrête de faire du sport. Et donc nous, on a quand même cet ADN à la base, et je me suis quand même dit, il faut faire attention parce qu'on grossit. Au début, c'est très facile d'incarner quelque chose quand on est 4-5. Quand on commence à être 30, il ne faut pas que le message se perde. Et il faut qu'il dépasse les gens qui ont créé la société. Et donc, on a voulu ancrer ça dans les statuts. Et la société à mission, c'était ça l'enjeu pour Airgreen. Et que tous les gens qui rejoignent l'aventure Airgreen comprennent qu'ils sont responsables face aux engagements que la société a pris. Et que s'ils viennent rejoindre notre aventure, nous, notre mission, c'est de participer aux infrastructures de demain adaptables et qui permettent la croissance. Parce que c'est vrai que dans le gros sujet du climat, il y a deux solutions, hein. Soit on va vers la décroissance et on se dit il faut arrêter parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Soit on se dit ça va être compliqué d'arrêter parce que les conséquences, elles sont peut-être encore plus terribles au niveau social. Et on va essayer de croître, mais on va essayer de croître durablement et de s'adapter. Voilà. Et donc nous, c'est vraiment notre choix, et c'est le sujet de la mission d'Airgreen. Alors ça a été quelque chose de extrêmement fort, parce que une fois que vous avez inscrit ça dans vos statuts, vous êtes obligé, quoi. Et dans les comités de direction, quand vous devez prendre une décision, c'est plus pareil. Alors je donne un exemple. On a lancé, c'est la première fois, les premiers fonds, on les a lancés, c'est vrai que c'était jamais rentable, parce qu'il fallait toujours atteindre, on me disait à 50 millions d'euros, la société sera rentable. Après, on s'est aperçu qu'il fallait 100 millions, puis à 100 millions, on s'est dit non, en fait, ça marche pas encore, il fallait 200. Mais depuis, toutes les nouvelles stratégies sont quand même économiquement très rentables. Et là, c'est posé la question de l'Afrique. C'est un vrai sujet, l'Afrique. Pour une société comme nous, on est une petite société de gestion, on a 1,3 milliard d'encours sous gestion. Mais l'Afrique, c'est énormément de risques sociaux, environnementaux, donc beaucoup d'investissements à faire si on veut pouvoir investir dans cette zone. Économiquement, ça n'avait pas trop de sens pour nous de le faire aujourd'hui. Et puis finalement, on s'est dit non, on va le faire. Pourquoi ? Parce que finalement, quel continent a le plus besoin de solutions dans les énergies renouvelables et de s'adapter aux défis de demain ? C'est l'Afrique. Et quel est le plus gros potentiel pour les énergies renouvelables, notamment dans le solaire ? C'est l'Afrique. Et donc, voilà, ça nous a permis de passer de l'enjeu économique vers une mission à plus long terme. Et je suis persuadé que même si ce fonds aujourd'hui, qui a comme objectif de répondre
a une niche de marché. Donc ces 100 millions d'euros, c'est sur du financement, là où personne ne veut aller. Parce que c'est trop petit et puis on est en direct avec les entreprises. Je suis assez convaincu que dans 5 à 10 ans, ça sera un vrai relais de croissance pour Airgreen et que si on n'était pas dans cette logique-là avec la mission contraint, ben on l'aurait sûrement pas fait. Voilà, donc c'est ça en fait l'enjeu de la société à mission et c'est pour ça que d'ailleurs une des sociétés dont on est rentré au capital qui s'appelle Soner, qui est un spécialiste de l'adaptation au changement climatique et son enjeu lui c'est vraiment comment j'essaye d'adapter l'agriculture aux enjeux de demain, comment je permets de produire dans des zones où aujourd'hui on ne peut plus produire parce qu'il fait trop chaud, notamment même les vignes pour le vin dans le sud de la France, c'est quand même un sujet pour nous. Si on regardait notre culture et notre différence, il faut qu'on puisse continuer à faire du vin. Et lui, il a mis des solutions solaires où on perd en productivité, on perd beaucoup de production, 20-30% de la production d'énergie solaire, mais on est capable de diminuer les besoins en eau de 40%, d'augmenter les rendements agricoles de 20%. Et lui, il n'était pas au cœur de la problématique sur société à mission. On est rentré à son capital, il a dit nous on vient de passer société à mission. Il dit mais c'est génial, ils ont réfléchi et donc ils se sont positionnés, ils sont devenus aussi société à mission. Donc voilà, on est ambassadeur aussi un petit peu de ce que veulent les investisseurs et c'est vrai que ta question était que demandent les investisseurs et c'est vrai que moi je suis content parce que maintenant j'ai l'impression d'avoir fait les choses à l'envers. Quand on a commencé au départ, c'était un peu les seuls à travailler sur cette thématique et les investisseurs ils nous regardaient, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ces histoires d'éoliennes, de solaire, de biomasse ils disaient qu'est-ce que c'est que ça, mais bon on va quand même faire quoi. Bon, il y en a pas beaucoup qui faisaient, mais on va quand même faire. Et puis finalement, depuis 4 ans, je me suis aperçu que j'étais devenu un mauvais élève parce que par nature on a fait la construction à l'envers. Au lieu de concevoir tous les scorings et les reportings de demain pour faire notre stratégie d'investissement, naturellement, on est allé vers cet investissement. Et donc, on s'est aperçu qu'on était un mauvais élève en termes de reporting, de scoring de nos investissements. On fait un énorme effort depuis 3 ans pour mettre des chiffres sur ce qu'on fait. Et aujourd'hui, 10% des effectifs de la société sont consacrés à l'ESG. Et on économise aujourd'hui 550 000 tonnes de CO2 par an. Donc ça, on calcule en interne, après c'est validé par des experts indépendants. Mais je parlais avant de cette table ronde, parce que je faisais un petit cours de rattrapage, pas sûr de ne pas dire de bêtises, avec le responsable ESG. Il est très déçu, il trouve qu'on ne fait pas du tout assez, donc on a énormément de choses à faire. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Je crois que c'est un sentiment partagé au sein de beaucoup de sociétés de gestion. Merci Nicolas. Quelque part, si je comprends bien, devenir une société à mission, c'est une manière de brûler les navires en fait, de ne pas pouvoir faire marche arrière. J'aimerais qu'on parle maintenant de vos stratégies d'investissement. Et de la manière dont ces stratégies d'investissement sont impactées, redessinées au travers des enjeux climat. Raphaël, on va commencer avec vous. Très bien. Alors oui, pour nous, la transition énergétique est vraiment une source d'investissement très importante pour l'avenir. Donc on la voit d'une approche un peu duale. D'abord, on va investir dans des actifs dans l'énergie qui vont permettre la transition énergétique de manière intrinsèque à leur business model. Donc des sujets qui ont été évoqués par Nicolas. On investit dans des renouvelables. On a aujourd'hui un portefeuille de 7,5 gigawatts en chaleur et renouvelables. On investit dans les batteries. On a fait des partenariats avec des industriels. On investit, pour le moment, on pousse nos sociétés à investir dans ce qui est l'hydrogène. Et je ferai une annonce peut-être un petit peu plus tard dans la conférence sur d'autres initiatives qu'on a en matière d'hydrogène. Et donc ça, c'est des choses qui poussent le mix énergétique de manière favorable. Mais par ailleurs, notre deuxième activité très importante, c'est de transformer les business models de nos actifs. Donc aussi bien dans l'énergie, dans les transports que dans les télécoms. Et ici, l'objectif est de permettre à l'alignement de nos sociétés de se rapprocher le plus possible toujours des 2 degrés des accords de Paris. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de notre portefeuille, si on additionne tout notre portefeuille, on a 10% d'écart à 2030 avec les 2 degrés des accords de Paris, en incluant toutes les initiatives qui sont déjà mises en place par nos sociétés en portefeuille. Et donc, compte tenu des progrès technologiques qui vont arriver dans le futur, on est positif, on pense que c'est possible d'atteindre cette courbe.
Donc, pour vous donner quelques exemples de transformation de nos business models, typiquement, on a investi il y a 1 an en Finlande dans une société qui est un réseau de chaleur en Finlande. Une partie de leur production était faite en brûlant de la tourbe et ils changent leur business model pour faire de la biomasse maintenant. Un autre exemple, c'est tout ce qu'on fait avec nos sociétés dans les aéroports ou dans les routes. En fait, on veut réduire leur scope 1 et 2, donc on change leur ground system equipment, on électrifie tout ce qui est possible sur le tarmac pour les avions. On les pousse à utiliser des flottes de voitures électriques, avoir des systèmes luminaires qui soient LED. Voilà, ça c'est pour les scopes 1. Pour le scope 2, à utiliser de plus en plus d'énergie verte. Voire certaines installent des fermes éoliennes ou des panneaux photovoltaïques sur leur terrain pour être plus autonome d'un point de vue énergétique. Et finalement, pour réduire le scope 3, on pousse beaucoup d'initiatives. L'hydrogène a été mentionné. Voilà, typiquement, certaines de nos sociétés en portefeuille travaillent pour mettre en place des stations de rechargement hydrogène. On regarde aussi comment elles peuvent mettre en place des points de chargement pour des voitures électriques. Ça marche aussi bien pour les autoroutes que pour les aéroports qui ont une partie de leur business model qui est liée à leur parking. Elles encouragent aussi pour les aéroports typiquement les voies de transport public pour aller et venir de l'aéroport. Donc voilà, énormément de projets différents pour réduire le scope 3 qui est finalement pour les infrastructures, donc c'est des émissions de carbone indirectes. Et c'est celles qui ont le plus de poids, en général au-dessus de 90% de leur empreinte carbone est liée à leur scope 3. Merci Raphaël. Bérénice, même question, comment est-ce que ça transforme les stratégies? Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on regarde plus? Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on regarde plus, voire trop? De notre côté, effectivement, il y a eu 2 types d'impacts sur nos stratégies d'investissement. Déjà un impact sur nos stratégies d'investissement que je qualifierais de généralistes. C'est vrai qu'on regarde sur une stratégie diversifiée tous les secteurs de l'infrastructure et le fait d'avoir mis en place tous ces outils à la fois d'analyse effectivement ESG, des bilans carbone, de commencer à regarder quels peuvent être les impacts sur les risques physiques et climatiques de nos actifs, ça nous a permis effectivement déjà de mieux connaître nos actifs et d'être plus vertueux. Pour donner un exemple à cela, nous avons effectivement fait une estimation quand on avait défini l'outil d'alignement 2 degrés de notre deuxième fonds de dette infrastructure et on s'est rendu compte que ce fonds qui était investi à plus de 50% dans des actifs qu'on qualifierait de verts était aligné à 2,1 degrés, ce qui était plutôt un bon score en fait pour un portefeuille de projets infrastructure. Et ce que ça nous a permis de savoir aussi, c'est que un très 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 petit investissement dans un aéroport en fait avait un effet négatif qui contrebalançait en fait l'effet positif de plus de 50% d'investissement dans des énergies renouvelables. Donc déjà, le fait de pouvoir le constater, c'est porteur d'enseignement. Et l'impact, on l'a vu dans notre 3e fonds de dette infrastructure. Quand on a fait l'analyse effectivement sur les premiers investissements de notre 3e fonds, donc qui était postérieur à cette analyse qui avait été faite sur notre 2e fonds, eh bien nos investissements étaient alignés, notre portefeuille pour l'instant est aligné à 1,5 degré, ce qui est un excellent score. Et on pense qu'en fait déjà le fait d'analyser toutes ces datas, d'être conscient de l'impact effectivement de tel ou tel actif par rapport au portefeuille, ça permet d'avoir une gestion qui est plus vertueuse. Donc il y a vraiment un effet positif et bénéfique dans le fait de prendre en compte sérieusement toutes ces données ESG, toutes ces données climatiques. L'autre élément, c'est par exemple sur les risques physiques. Nous avons également fait un premier test sur un portefeuille pour savoir quels étaient les actifs les plus exposés ou pas aux risques physiques. Et là aussi, ça a été porteur d'enseignement. On s'est rendu compte que, a priori, effectivement, dans nos actifs, ceux qui étaient le plus à risque, c'était des actifs ferroviaires. Parce que les rails sont très exposés aux variations de température. On le voit quand il fait chaud, les trains SNCF ont beaucoup de mal à arriver à l'heure. Quand il fait froid, les caténaires gèlent.
Et donc là aussi, toujours pareil, c'est un effet vertueux. Donc maintenant, nous enrichissons nos questionnaires de due diligence ESG et on est plus à même d'avoir ce type de discussion avec nos emprunteurs. Le dernier impact sur nos stratégies d'investissement, c'est justement qu'on a essayé de passer à une analyse qui était faite ex post, c'est-à-dire on fait les investissements, on fait les bilans, ça nous permet effectivement d'être plus vertueux, de mieux comprendre nos actifs, à quelque chose de plus dynamique et d'essayer d'avoir une analyse ex ante. Et c'est ce qui aboutit à une nouvelle stratégie d'investissement qui est une stratégie d'investissement à impact climatique. Donc l'intentionnalité de ce nouveau fonds, de cette nouvelle stratégie qui va être lancée, c'est une intentionnalité climatique. Ce que nous visons, c'est via nos investissements en infrastructure de baisser les émissions de carbone. Et effectivement, tous ces outils que nous avons mis en place sont des facteurs nécessaires pour nous permettre effectivement à piloter de manière dynamique une stratégie d'investissement vers un impact climatique. Merci. Nicolas, quand on fait ce chemin du renouvelable vers quelque chose de plus large qui couvre plus largement tout ce qui est changement ou adaptation au changement climatique, qu'est-ce que ça implique en termes de secteur et quel enjeu pour l'investisseur que vous êtes? Déjà, ça nous a permis de nous ouvrir sur d'autres secteurs et c'est vrai qu'après 15 ans, le solaire et l'éolien, ça commençait à me fatiguer un peu. Donc, j'étais assez heureux de voir des nouveaux business models. Donc, ça permet de se reposer des questions. Et pour nous, c'est un aboutissement pour le secteur du renouvelable parce que le renouvelable, jusqu'en 2016, c'est quelque chose de subventionné qui n'a pas de vie sans volonté politique. Et aujourd'hui, au contraire, c'est le moyen d'accélérer pour beaucoup de secteurs d'activité. C'est le moyen pour des États d'être indépendants énergétiquement. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et donc, quand vous mêlez la production d'énergie renouvelable avec l'essor et l'adaptation de nouveaux secteurs, alors nous, dans notre cas, l'adaptation, on l'a pris pour 4 secteurs principaux. C'est bien sûr l'agriculture, hein, j'en parlais tout à l'heure. Comment on essaye de s'adapter tout en... Et ça, c'est un enjeu fondamental, parce qu'en voulant faire bien les choses, on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au début, quand on a voulu faire des biocarburants, on s'est dit, OK, allez, je vais prendre des terres agricoles, je fais du maïs, puis hop, allez, bioéthanol, on a des subventions. C'est une hérésie, quoi. On va pas commencer à prendre des terres agricoles, les utiliser de façon intensive pour faire rouler nos voitures. Donc, comment on essaye de... Et il faut respecter le sol. Et donc, là, il y avait les mêmes dérives qui pouvaient arriver dans le solaire. C'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver des espaces, notamment en France. Et donc là, on peut se dire, je vais essayer de coloniser toutes les terres agricoles parce que l'agriculteur, finalement, il aura un meilleur rendement économique en louant et en mettant des panneaux solaires. Pour la biodiversité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi pour l'indépendance alimentaire d'un pays, quoi. Donc, il y a énormément de sujets à se poser autour de ça. Et donc, il faut le faire avec... beaucoup de et c'est pour ça que les scorings, les études qui sont en train d'être mises en place sont fondamentales parce qu'en voulant faire des bonnes choses, on peut vraiment faire n'importe quoi. Donc c'est une petite parenthèse. Et donc nous, l'agriculture, c'est un enjeu extrêmement important. Le deuxième chose, bien sûr, c'est la mobilité. Comment on se déplace. Et donc là, bien sûr, tout ce qui est batterie, hydrogène rentre en compte. Le troisième, c'est bien sûr tout ce qui va être logistique, immobilier, les smart cities, l'économie d'énergie. Et enfin, le dernier, c'est les conséquences désastreuses sur le réseau du renouvelable. Parce que le renouvelable, c'est bien, mais ça pose aussi énormément de problèmes. Et donc, on a un problème parce qu'on ne sait pas gérer la production. Et donc, il nous faut absolument trouver des remèdes intelligents pour permettre au réseau d'absorber tous ces électrons verts. Donc nous là-dessus, on a aujourd'hui une richesse de business models qui nous permettent, tous les jours on a des nouvelles opportunités, des nouveaux business models, et ça c'est extrêmement satisfaisant quand on fait de la gestion en infrastructure, parce que le gros problème de l'infrastructure, c'est qu'une fois que le modèle est trop connu et trop compris par tout le monde, vous avez plus de retour sur investissement, quoi, hein. Et normalement, après, les banques, elles vous prennent quasiment tout votre métier. Et sinon, il y a des investisseurs beaucoup plus gros que vous qui sont capables de prendre le sujet. Et donc nous, c'est clair, faire des très gros projets de solaire au sol,
on n'a pas trop de valeur ajoutée, on n'est pas très compétitif. En revanche, se réinventer pour se dire, bah voilà, on comprend très bien les enjeux de l'énergie, on comprend en faisant venir en interne dans notre société de gestion des experts du monde agricole, du monde de la mobilité, et ben là on peut anticiper les infras de demain et on peut retrouver de la rentabilité. Donc finalement c'est une très belle opportunité pour nous et surtout notre objectif numéro 1, c'est à la fin de devenir un fonds d'infrastructure généraliste. Ça veut dire qu'on aura réussi, quoi. Que l'adaptation est partout. Et quand on parle des aéroports, c'est fondamental. Oui, il y a des lignes qu'il faut bannir, quoi. C'est pas possible de faire du Paris-Toulouse, c'est pas possible de faire du Paris-Toulon et tout. Ça, c'est complètement hors sujet. Mais en revanche, on va quand même avoir besoin des aéroports et des avions. Et donc, il faut absolument faire en sorte que ça soit le plus efficient possible. Et donc, il faut bien sûr des fonds généralistes, il ne faut pas que des approches puristes. Et je pense que c'est très compliqué parce que nous-mêmes, on se bat. Le nucléaire est un gros sujet aujourd'hui. C'est très compliqué de se positionner, mais je pense que sortir du nucléaire massivement et très rapidement, c'est une énorme erreur pour les sujets qu'on veut adresser. Il faut faire ça avec le temps, la raison, et la sortie du nucléaire trop rapide peut avoir les mêmes effets que vouloir faire des biocarburants sur des terres agricoles, quoi. Donc c'est ça les sujets, et c'est pour ça qu'il faut des scoring, qu'il faut des reporting importants, et il faut des cabinets indépendants pour challenger tout ça. On en parlera tout à l'heure. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir quelque chose qui fasse référence, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives individuelles et on aurait besoin d'avoir un cahier des charges plus précis. Merci Nicolas. Alors j'entends parler de scoring, de maîtrise des risques. Je me tourne très naturellement vers vous, Émilie, même si vous n'avez pas votre casquette d'agence de rating aujourd'hui. Comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement où on essaye de repousser les frontières de la transition énergétique en allant sur de nouveaux business models? Parlons un petit peu de données. Merci. Il y a des... Donc, je parlais un peu du risque physique et aussi de transition, mais pour commencer par le risque physique, je pense que c'est bien de mettre les choses à plat pour comprendre ce qui peut être fait aujourd'hui avec les modèles, les données auxquelles on a accès, et puis les choses qui restent encore compliquées. Donc, ce qu'on sait bien faire, c'est comprendre les impacts directs sur un actif. Il y a les données issues des modèles du GIEC qui peuvent être appliquées. Donc nous, par exemple, quand on fait une analyse, on va regarder l'exposition tout au long d'un actif. Donc y compris, par exemple, sur une voie ferroviaire, on va aller regarder le risque d'inondation, le risque d'exposition au changement de température, le long de tout l'actif. Ça peut être une autoroute, ça peut être un aéroport. À une granularité quand même très fine, on va faire une cartographie en quelque sorte de l'actif. À une échelle ça peut aller jusqu'à 90 mètres. Si on fait un actif très grand, on va pas être aussi fin que ça. On va regarder, mettons, tous les 5 kilomètres. Et ça permet de suivre un très grand pipeline, par exemple, qui traverse les États-Unis ou une partie de l'Australie, de voir où sont les endroits où il peut y avoir un risque. Et évidemment, c'est tout l'actif qui est à risque sur des infrastructures horizontales ou en réseau. Ce qu'on sait aussi très bien faire, c'est la modélisation de risque de catastrophe. Moody's, en fait, vient d'acquérir la plus grosse société de modélisation de risque de catastrophe qui s'appelle la RMS, qui fait une modélisation extrêmement fine de risques d'ouragans, de feux de forêt, quantification de ces risques. Le fait que Moody's dépense 2 milliards de dollars pour acheter une société comme ça vous dit quand même les enjeux au niveau financier, que ce soit notation crédit ou analyse de risque plus généralement pour les banques et les assurances, puisque c'est notre cœur de métier. Donc les risques directs, on sait très bien faire. Les risques indirects, les risques sur un réseau, les risques d'interdépendance, les risques de perte de courant, par exemple, et de business interruption, ou les risques qui peuvent avoir upstream ou downstream, si on pense au scope 3 du risque physique, en quelque sorte. Ça, c'est très compliqué et mal compris et mal modélisé. Et donc, il faut reconnaître en quelque sorte les limitations de ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi énormément de choses à faire. Et avec ces données quantitatives qui peuvent être très précises sur l'exposition au risque physique, on peut après avoir
une réflexion, une modélisation financière spécialisée pour l'actif en question, ou une réflexion qualitative, ce qui est le processus pour l'analyse de crédit, que ce soit par Moody's, où on a fait un gros projet avec l'AFD il y a quelques années, pour les aider à intégrer justement le risque climatique dans leur propre portefeuille, qui sont bien sûr pas notés par les agences pour la plupart des projets qu'ils financent, et donc où ils ont intégré dans leur propre processus l'utilisation de données là où elles existent, des questionnaires comme ce que tu décrivais, Bérénice, et puis une réflexion qualitative sur quels sont les vecteurs de risque. S'il y a un risque ici de précipitation, quel est le risque pour mon barrage, et donc de commencer à vraiment réfléchir sur comment est-ce que les critères de risque de crédit peuvent être influencés, affectés par ces risques physiques, de telle sorte qu'il pourrait y avoir une dégradation éventuelle de la note de crédit. Après, sur les risques de transition, il y a quand même des technologies extrêmement intéressantes qui sont en train de se développer, et donc ça s'applique à nouveau au risque physique, au risque de transition, mais par le biais des données satellitaires, du remote sensing, on est capable de savoir où est-ce qu'il y a des fuites de méthane dans certaines infrastructures énergétiques aux États-Unis, pour ne pas les nommer, mais ailleurs aussi. On est capable de suivre de façon très directe quels sont des impacts en temps réel d'inondations, des impacts sur la biodiversité, sur la couverture forestière et ainsi de suite. Donc on est quand même capable de faire beaucoup de choses, et en même temps l'infrastructure reste un domaine extrêmement complexe par rapport à des secteurs peut-être un peu plus simples où on peut généraliser beaucoup plus vite sur des gros portefeuilles, l'impact sur certains types d'entreprises, sur les villes, sur les pays, alors que les infrastructures sont quand même exposées de façon complexe et multiple à ces risques. Et donc, je pense que c'est là qu'on voit aussi l'importance, et je pense qu'on va en parler, des outils et de la réflexion qui est faite par chacun des gérants d'actifs et des gérants d'infrastructures, parce qu'il faut connaître son portefeuille et ses projets de façon très fine pour être vraiment capable de calculer ces risques. Alors justement là-dessus, Raphaël, je crois que vous avez quelques exemples à partager avec nous de la manière dont vous outillez vos actifs et vos sociétés en portefeuille. Tout à fait. Donc, on travaille beaucoup sur la data. Donc d'abord, pour nous, ce qui est très important, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec les informations qu'on récupère. En fait, il y a énormément de data qui arrivent, et souvent, il y a beaucoup de data qui est demandée et qui ne servent à rien. C'est des données qui sont stockées dans des mails, et personne n'en fait rien. Donc, c'est une réflexion qu'on a eue il y a quelques années. Et donc, vous pouvez nous la donner. Non, justement. En fait, on a mis je crois que Bérénice réclame ces données-là. En fait, on a mis en place une équipe digitale dans l'équipe Ardian Infrastructure pour essayer de réfléchir comment utiliser la data qu'on reçoit et en faire quelque chose d'intelligent et d'intéressant pour nous, chez Ardian Infrastructure, et pour nos sociétés en portefeuille. Donc, je dirais qu'il y a deux prismes très différents. D'abord, il y a tout ce qu'on fait en matière de reporting sustainability. Donc, voilà, demander des choses qui sont indispensables, importantes, utiles, et pas demander de la data juste pour, stocker de la data. Et voilà, donc on a des outils très fins qui nous permettent de faire des reporting précis, mais aussi pour regarder les trajectoires et l'évolution de nos sociétés. On travaille beaucoup sur les risques physiques également pour anticiper les changements, les catastrophes qui peuvent arriver. Donc là, on a une mission là-dedans. Et ensuite, le deuxième pan important, c'est qu'on développe des outils digitaux pour aider nos sociétés à se transformer. Donc, on a beaucoup travaillé sur les aéroports, sur le monitoring des émissions carbone, et en ce moment, on travaille beaucoup sur nos sociétés dans les autoroutes pour faire un travail similaire. On travaille avec une start-up qui s'appelle Wintix, et donc cette société travaille avec notre autoroute, par exemple au Portugal, et m'a mis en place un système de deep learning pour étudier chacune des sociétés qui passent sur l'autoroute, pour regarder quel est son bilan carbone individuel à chaque voiture qui passe, en regardant quel type de voiture passe. Et donc ça permet pour la société d'abord beaucoup mieux connaître
qui sont ces utilisateurs, qui sont ces usagers, ce qui n'était pas forcément le cas au préalable. C'est un peu contre-intuitif, mais l'autoroute n'a pas forcément une vision très fine auparavant de qui sont ces usagers. Et donc ça permet pour nous et pour la société de mieux comprendre et de mieux anticiper les changements de ces émissions carbone, et ensuite de pouvoir éventuellement, en deuxième temps, utiliser ces données pour influer sur le trafic et éviter des congestions sur les autoroutes, ce qui a des effets aussi très positifs sur le fonctionnement et des usagers et des émissions carbone. Donc là, c'est coup double, si vous me permettez l'expression. Et finalement, voilà, c'est des réflexions qui devront avoir lieu avec les régulateurs, avec les autorités publiques, mais pousser des initiatives typiquement de car sharing, ce qui nécessite aussi de la data, parce qu'il faut des systèmes de contrôle et de police qui regardent s'il y a bien 1, 2, 3, 4 passagers dans la voiture, et si ce sont des êtres humains faits de chair et de sang, et voilà. Donc voilà, c'est un exemple, mais on a aussi beaucoup d'initiatives comme ça, typiquement dans le renouvelable, pour mieux anticiper les projections compte tenu de toutes les SCADA, les données qu'on reçoit. Et voilà, donc ravi d'en reparler à une autre conférence. Merci. Bérénice, 2 mots sur les outils et la data, qui est une problématique un peu particulière quand on est gestionnaire de dette. De notre côté, on a mis en place des outils pour essayer de recréer la data. Donc, je pense que ça serait bien qu'on... Alors, il y en a trop d'un côté, pas assez de l'autre. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement tout ce qui est harmonisation, effectivement, permettra de mutualiser des coûts, et aussi on a des soucis d'harmonisation de data, parce qu'effectivement, nous voulons connaître l'empreinte carbone de nos portefeuilles, et donc si c'est pas disponible dans la data qu'on a à disposition, on est obligé effectivement de recréer cette information en faisant une étude annexe. Donc c'est vrai que là, ça serait bien déjà que toute cette pression ESG des investisseurs permette à une plus grande transparence aussi, pour moi, autour de tous les acteurs d'un actif, donc que ce soit côté dette ou côté equity, que cette information-là soit partagée. C'est vrai qu'on est dans un marché qui était principalement drivé par les banques, et jusqu'à présent, les principaux covenants, c'était est-ce que ma documentation est Equator Principal ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, les covenants financiers ne sont pas du tout au niveau des attentes qu'on a pour nos investisseurs et pour nos actifs d'informations sur ces actifs-là. Donc bon, voilà, c'est important. Et l'autre chose aussi, ça serait qu'il y ait une harmonisation effectivement dans les calculs. De temps en temps, effectivement, quand sur nos actifs on arrive à avoir accès à l'information du bilan carbone, c'est pas toujours pareil que celle qu'on a calculée. Donc pareil, où est la vérité? On espère que nos investisseurs sont pas investis aussi à la fois en equity et en dette, parce que sinon peut-être qu'ils vont nous demander un jour des comptes et savoir quelle est la bonne information. Donc là, pour nous, il y a de véritables enjeux. Et voilà, enfin c'est principalement ça. Donc de notre côté, nous avons ces outils, des outils qui nous permettent de calculer à la fois l'empreinte carbone, l'alignement de degrés, et des outils qui vont nous aider effectivement à analyser tout ce qui est risque physique et risque de transition. Mais le nerf de la guerre, c'est la data. Nicolas, je crois qu'Eric Green investit beaucoup en termes d'outils assez innovants. Tu vas nous en parler dans quelques instants, faisant aussi appel à de l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris. En même temps, il y a ce sujet de voilà, quel est le bon modèle, un modèle qui est celui qu'on a aujourd'hui, où chaque société développe ses propres outils en étant dans l'innovation, mais avec voilà, je dirais un peu un manque de cohérence entre ce qui est développé par les différents acteurs, et peut-être un problème de lisibilité pour les investisseurs, ou un modèle dans lequel voilà, l'objectif est d'avoir des outils de place. Est-ce qu'on pousse le marché? Est-ce qu'on essaye de faire évoluer la science en étant dans l'émulation et dans l'innovation, ou est-ce qu'on se met tous au même niveau ensemble? Non, mais alors, nous, on essaie de faire le mieux possible, mais je pense qu'on est exactement dans la même démarche qu'Ardian ou LBP PAM. On essaie de comprendre ce qui se passe. Et le plus dur, c'est d'essayer de convaincre l'entrepreneur qui a des milliards de sujets que ce qu'on lui demande, ça sert à quelque chose. Parce que lui, au fait, au départ, il dit non, mais
Nicolas, tu me gonfles avec tes histoires, quoi. Là, moi, je dois faire, il a déjà de l'administratif plein la tête, il a ses équipes qui n'en peuvent plus, et donc voilà. Ça a été le sujet. Alors nous, c'est comment on fait pour que déjà il a envie de nous donner l'info, quoi. Et que ça soit pas vu comme une corvée, mais que... Alors, le meilleur moyen, on s'est dit, c'est comme avec les enfants, où il faut une récompense. Donc nous, on a dit, ok, bah, si tu me donnes tout ça, on va baisser le taux, il y aura effectivement, quand on est en equity, une sorte d'action gratuite par rapport au succès des informations et des améliorations des politiques sociales, environnementales. Et de la façon dont on peut collecter toutes les informations. C'est bête, mais ça a permis d'enclencher le mouvement. Et là, d'un seul coup, ça devient quelque chose de positif. Et comme ça peut rapporter, l'entrepreneur comprend que ça sert. Et le plus utile, c'est qu'une fois qu'il a fait le travail, il se rend compte que ça a vraiment du sens. On a eu, sur tous ces sujets-là, nous, on a une problématique dans notre industrie, alors c'est le solaire particulièrement, une grande partie des panneaux viennent de Chine, quoi. Donc, il y a quand même quelques enjeux par rapport à ça. Pour les turbines éoliennes, c'est extrêmement compliqué aussi. Et donc, il y a aussi pas mal de risques de faillite dans les entreprises qui génèrent après des catastrophes sur le projet de l'infrastructure, parce que nous, on a toujours des délais assez importants à tenir, sinon on perd les tarifs. Et donc, on s'aperçoit qu'avec notre questionnaire ESG, on a pu les aider énormément dans des décisions stratégiques et dans la qualification de certains sous-traitants. Et puis, on a beaucoup de ressources qui viennent un petit peu partout, notamment d'Europe de l'Est, pour l'installation, la maintenance. Donc, finalement, je pense qu'après 7 ans, c'est incroyable le retour d'expérience qu'on a eu avec nos entrepreneurs sur ce sujet-là. Et c'est devenu, de toute façon, maintenant, quand on fait un investissement, c'est une CPIS. Il n'est pas question de faire l'investissement s'il n'est pas capable d'avoir ce reporting. Donc on l'aide et il en voit bien son retour. Et alors, à côté de ça, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir un petit peu les gens les plus innovants sur le secteur, qui ont effectivement, il y a de l'intelligence artificielle avec ça veut tout et rien dire, l'intelligence artificielle, mais bon, moi quand je les écoute, ça a l'air vraiment passionnant et stimulant. Donc ils nous mettent en place des outils où nous on peut participer avec notre communauté d'investisseurs, d'entrepreneurs. Nous on dit ce qu'on fait, eux peuvent donner leurs informations, et après il y a une sorte de classement qui permet d'avoir des bons points et une amélioration du taux. Bon, voilà, c'est des enjeux comme ça qui nous permettent de collecter le plus facilement l'information et de la rendre utile. Mais franchement, je pense qu'on est, et c'est pour ça que pour conclure sur ta question, on est vraiment au tout début. Donc, ce n'est pas l'heure d'avoir une seule solution, parce qu'on n'est pas du tout mûr. Donc, il faut surtout qu'il y ait un maximum d'initiatives. Mais en revanche, je suis assez convaincu qu'à terme, tout comme il faut une récompense pour y aller, à un moment, il faut une sanction si on dit n'importe quoi, parce que ça va faire un mal terrible. Et est-ce que c'est au régulateur, est-ce que c'est à l'AMF, pour le cas de la France, de faire des audits, de faire des audits et de sanctionner comme ils sanctionnent pour des conflits d'intérêts, parce que le conflit d'intérêts pour une société de gestion, c'est vraiment... Alors là, il y a des procédures partout, quoi. Mais j'aimerais qu'on ait aussi peur de notre politique de conflit d'intérêts que de la politique ESG quand on raconte n'importe quoi. Et il y a tellement de gens qui veulent bien faire, ce serait vraiment dommage de tout casser. Et donc, est-ce que c'est pas forcément l'AMF? Est-ce que ça serait pas une autorité différente, comme l'ADEME ou je ne sais pas, qui pourrait prendre le sujet? Ça, je pense que c'est intéressant. Et il ne faut pas que ça soit au niveau, tout comme les labels, il ne faut pas que ça soit au niveau français, il faut que ça soit au niveau européen. Au moins européen. Ça n'a pas d'avenir. Merci Nicolas. On arrive au terme de notre table ronde. J'aimerais demander à chacun de vous très rapidement, parce qu'on est en train de déborder, de me citer un enjeu, un challenge dans les années à venir que vous voyez pour les gérants d'actifs infrastructures face à ces enjeux climat. Émilie. Je suis placée en début de panel. Je pense que les enjeux, on a des sociétés ici qui sont incroyablement innovantes, en pointe. Le gros du marché derrière n'est pas du tout à ce niveau de maturité sur les sujets ESG et climat. Et on va avoir un vrai sujet autour de
la prise de conscience de ce qui est nécessaire et du fait qu'il y a beaucoup d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'énergie, potentiellement aussi transport, selon les technologies qui gagnent à la fin. Un gros sujet de stranded assets et de comment est-ce qu'on décommissionne, de comment est-ce qu'on finance le retrait dans certains secteurs. Donc ça, c'est ça qui m'inquiète. Merci. Bérénice. De notre côté, l'enjeu, effectivement, c'est vraiment que cet effet vertueux continue et nous permette à la fois, non pas seulement de financer que des actifs verts ou que le best in class, mais vraiment que ça permette effectivement à la société d'arriver à financer également cette transition. Parce que financer quelque chose qui est génial, c'est sûr que c'est très bien, mais c'est plus facile. Mais en tout cas, d'accompagner cette transition sur la classe d'actifs infrastructure, parce qu'en fait, il faut vraiment que ce soit un effort collectif, sinon on n'arrivera pas à surmonter ce défi. Donc, il faut vraiment que ce soit une transformation de toute la société. Et effectivement, la prise en compte des externalités négatives, c'est aussi un autre sujet qui est vraiment important. C'est bien de faire du vert, mais ça, pour le coup, les investisseurs l'ont en tête. Maintenant, ils nous le disent toujours, panneaux solaires. Ils ont tous vu les reportages sur Arte, donc on a des questions sur les métaux rares. Et donc, il faut pouvoir répondre à toutes ces questions sur la biodiversité, sur l'impact effectivement des panneaux solaires sur les terres agricoles. Donc, je dirais, tout est vraiment dans la nuance. Il n'y a pas que du bien et du pas bien. La réponse est au milieu et il faut qu'on y aille collectivement. Raphaël, donc il faut regarder Arte, mais au-delà de ça. Tout à fait. Alors, je voulais partager avec vous pour finir que chez Ardian, on a partagé la semaine dernière l'annonce selon laquelle nous lançons un fonds dédié à l'hydrogène. Donc, c'est un fonds qui va être article 9 et qui va investir dans toute la chaîne de valeur hydrogène et donc, qui a pour volonté de contribuer à décarboner le mix énergétique et donc investira upstream, midstream et downstream, donc dans la production d'hydrogène, dans les transports à hydrogène, donc que ce soit des stations de rechargement, des flottes, dans des pipes. Donc c'est intéressant de voir que 75% des pipes qui seront utilisés pour l'hydrogène seront des pipes existants qu'il faudra transformer. Donc, il faudra construire évidemment des nouveaux pipes. Mais voilà, on anticipe un changement et des transformations majeures dans les fonctionnements de nos économies. Et ce fonds hydrogène fait partie des clés de voûte pour permettre ces changements. Voilà, donc ça, c'est une initiative très importante chez Ardian. Et le deuxième point, c'est qu'on mène beaucoup de réflexions sur ce qui est biodiversité. Donc, j'étais très intéressée d'entendre les différentes interventions aujourd'hui. Et on s'intéresse aussi au sujet de nature-based solutions. On voit que c'est quelque chose qui devient très consensuel, mais néanmoins qui se met en place un marché nouveau et qui soulève aussi beaucoup de questions de reporting, de qualité évidemment, et sur lesquelles on est très intéressé de voir comment le marché va évoluer. Merci. Nicolas, le mot de la fin est pour toi. Donc nous, le point très important dans l'infrastructure pour gagner des sous, c'est quand même l'objectif du gérant, c'est la valeur terminale. Et en equity, la valeur terminale, elle se calcule sur sa capacité à se projeter sur des temps longs. Et nous, notre objectif, c'est d'être sûr que les installations qu'on finance aujourd'hui, dans lesquelles on investit, seront encore là dans 40 ou 50 ans. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, on va avoir la double peine, c'est que déjà, on ne pourra plus avoir de cash flow après 20 ans, donc on ne va pas pouvoir les faire monétiser quand on les vendra. Et deuxième chose, il va falloir démonter tout ça, ça va nous coûter très cher. Donc, le bon sens fait qu'il faut... Notre peur, c'est d'être assez au fait et anticiper les enjeux de demain pour avoir les infrastructures durables. Voilà. Ça va être ça notre enjeu, nous, chez Urglen. Merci à nos 4 panélistes pour ce débat passionnant et merci à tous ceux qui sont là en digital et physiquement pour participer à ces tables rondes. Merci à tous.